Passé présent sur Canal Web, une émission d'histoire sociale qui vous parle des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire. Une émission qui évoque le passé pour éclairer le présent. Une émission conçue par des historiens et des historiennes pour faire revivre les acteurs de l'histoire, des plus connus aux obscurs et sans grade. Amis internautes, bonjour et merci d'être avec nous pour cette première émission de Passé Présent. Alors Passé Présent, vous l'avez entendu, c'est une émission d'histoire sociale, c'est-à-dire qui va évoquer les thèmes sociaux et qui va parler des femmes et des hommes qui ont fait l'histoire de ces 2 derniers siècles. Alors sur ce plateau, nous aurons bien sûr des historiens, mais aussi des acteurs de l'histoire et des témoins. Aujourd'hui, ces historiens font partie d'une équipe qu'on appelle l'équipe du Métron. Ils travaillent depuis de nombreuses années ensemble. Et nous pouvons dire que le Métron, on va s'interroger, qu'est-ce que le Métron? Nous avons appelé d'ailleurs cette émission l'aventure du Métron. Et cette question, qu'est-ce que le Métron, je la pose à Claude Pentier. Claude Pentier qui est historien, qui est chercheur au CNRS, qui va être le principal animateur de cette émission et qui est aujourd'hui le directeur du Métron. Alors Claude Pentier, qu'est-ce que le Métron? Eh bien, le Métron, c'est le plus grand dictionnaire biographique en langue française. C'est un dictionnaire français en 44 volumes, sur papier, repris sur un CD-ROM. C'est un dictionnaire international de 7 volumes. Et c'est toute une série d'initiatives que nous allons évoquer. Un site web, une exposition qui circule. Et tout ça du nom de Jean Métron, qui en a été le créateur et le directeur jusqu'à son décès en 1987. Jean Métron a créé une grande entreprise éditoriale, culturelle, avec une équipe très, très large, avec des historiens qui sont allés chercher le mouvement ouvrier dans les régions, dans les professions, qui ont voulu couvrir non pas simplement les biographies des gens les plus connus, des leaders, des théoriciens connus, mais aussi des obscurs, des sans-grades, des militants régionaux, des militants locaux, et ça de la Révolution française jusqu'aux années 40, mais c'est aussi une entreprise qui se poursuit et que nous couvrons aujourd'hui des années 40 jusqu'aux années 1968. Est-ce que Jean Métron était aussi une conception de l'histoire particulière? Oui, il y a un esprit, il a insufflé un esprit qui est paradoxal pour un dictionnaire biographique, puisqu'on s'habitue plutôt à avoir l'ouvrage de référence, donc parlant de gens qui ont déjà une petite notoriété. Et là, il y a la volonté de redécouvrir, de faire ressurgir tout un peuple militant et d'aller chercher dans sa diversité, dans ses éléments surprenants. Alors, pour parler par exemple du mouvement ouvrier, une vision très large du mouvement ouvrier. Ça peut aller du chanteur de rue qui chante des chants révolutionnaires aux militants syndicalistes. Et tous les courants du mouvement ouvrier sont représentés, ce qui était une profession un petit peu de foi quand il pensait ça dans les années 50. Et c'est ce qui a permis, bien sûr, que le dictionnaire garde une grande actualité et garde un esprit qui lui est spécifique. Alors Claude Pentier, après ce que vous venez de nous dire, on a envie quand même d'entendre, de voir Jean Métron. Qui était Jean Métron? C'est un homme qui n'était pas très médiatisé. D'ailleurs, je pense qu'il n'a jamais cherché à l'être beaucoup. Et lorsque je l'ai rencontré à Dijon, c'était dans les années 1977, et je faisais un film sur André Clodo. Alors, André Clodo était un peintre biographié, comme on dit, dans le dictionnaire, et j'avais demandé à Jean Métron de lui poser des questions. Et à cette occasion, Jean Métron parlait de 1936. Alors, nous l'écoutons. Populaire a vaincu en France par les élections. Et c'est un gouvernement de gauche, mais d'une gauche particulièrement agissante, qui, à ce moment-là, veille aux destinées de la France. On peut faire les réserves que l'on veut. Le Front populaire, néanmoins, dans l'histoire de la France, est une grande chose. Il convient de retenir, me semble-t-il, que le Front populaire a été à l'origine des grandes lois sociales qui ont été promulguées à cette époque grâce aux grèves, aux occupations d'usines, etc., et qui ont constitué un progrès décisif dans le mouvement ouvrier français. Jean Métron est né en 1910, donc il a 26 ans à l'époque du Front populaire. Vous imaginez à quel point cette période le marque.
C'est certainement là, pour lui, une période de référence, mais c'est aussi l'homme de 68. En 68, il était à la Sorbonne, il a vécu ces moments passionnément, vraiment passionnément. Il ramassait lui-même les documents, les tracts, il demandait à ses étudiants, surtout gardez tout, apportez-moi tout, gardez toutes les traces de ce mouvement. Et il a publié un numéro spécial du mouvement social qui rassemble tous les documents de la Sorbonne par elle-même. Je veux parler de cette énorme correspondance que j'ai dépouillée, qu'avait reçue au temps jadis, mais au fond le problème est de tous les temps, Jean Grave. Tu sais qu'il était en rapport avec de nombreux peintres, Luce, Signac, Pissarro, Van Dongen, que sais-je encore, pour illustrer ces temps nouveaux. Or, certains répondaient, pas de problème, tu nous demandes un dessin sur tel événement, le voici. C'était le cas de Luce, par exemple, Maximilien Luce. Mais d'autres répondaient, je ne saurais dessiner ou peindre sur commande. Il me faut la foi, il me faut l'enthousiasme. Jean Maitron tenait à communiquer, tenait à faciliter notamment la formation des militants, des jeunes, des étudiants, etc. Il était très sensible à l'aspect audiovisuel et dès qu'il a pu saisir une occasion, il l'a fait. Cette occasion, c'est bien sûr les films qu'a réalisé Bernard Bessart, qui étaient des films sur des militants du mouvement ouvrier. Il a été dans un premier temps sollicité pour participer au film, pour interroger tel ou tel militant, et puis ensuite il s'est associé sur un film qui s'appelle « Écoutez la Bourse du Travail », sur lequel il apporte là plus que sa présence, ses connaissances d'historien sur la bourse du travail, son regard, et là aussi cette volonté de servir le mouvement ouvrier dans son ensemble. Et alors ce qui est curieux, vois-tu, c'est que je lis dans ce papier-là de la Bourse du Travail présenté par Lelier en 1848, la Bourse du Travail n'est pas une innovation, elle existe. Sur la place de l'Hôtel de Ville, c'est la grève des maçons. Sur la place du Châtelet, c'est la grève des peintres. Presque toutes les industries du bâtiment ont leur lieu de grève également livré au plus complet abandon et dépourvu de toute organisation. Mais il y a donc là l'origine de ces grèves. Une grève n'était pas une cessation de travail, c'était, si je comprends bien, un lieu, plus exactement, où se réunissaient alors les cimentiers, les maçons, les peintres, etc., qui étaient au chômage et qui attendaient du travail. Alors ces grèves étaient, si je veux bien compris, en bordure de la Seine, et c'est pourquoi on les appelait grèves. Alors qu'aujourd'hui, on a perdu le souvenir. C'est-à-dire qu'une grève, c'est un arrêt de travail. Une grève, c'est les ouvriers en chômage. Voilà. C'est-à-dire, au départ, ces ouvriers qui allaient chercher du travail auprès des patrons. Alors les quelques extraits de ces films que nous venons de voir où apparaît Jean Maitron ne donnent bien sûr qu'une idée sommaire de la personnalité qu'était Jean Maitron. Et puisque nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui des historiens qui l'ont connu, qui ont travaillé avec eux, je vais leur poser une question et je vais m'adresser tout de suite à Claude Pentier. Alors Claude Pentier, est-ce que Jean Maitron avait vraiment un esprit d'aventure pour se lancer dans une œuvre aussi considérable avec des moyens somme toute limités, du moins au départ? Oui, c'était un entrepreneur, c'était quelqu'un qui avait une intensité, une force, une conviction très forte et qui entraînait les gens dans sa conviction. Je crois que le mot intensité est tout à fait important parce que c'est ce qui lui donnait la capacité de créer un contact, de maintenir les gens dans un engagement éditorial, historique important. Il a pu entraîner comme ça 400 personnes à coopérer avec lui aux différentes périodes du dictionnaire et en créant des liens de sympathie, de travail et surtout en tenant ses engagements. Mais il voulait être à cheval sur le
le mouvement culturel issu du mouvement ouvrier et le monde scientifique, le monde de l'université, le monde de la recherche. Et finalement, bon, c'est lui qui du coup a vraiment introduit l'histoire ouvrière à l'université et qui sur ce plan-là a fait école puisqu'il a créé non seulement le dictionnaire bibliographique du mouvement ouvrier, mais une revue qui s'appelle Le Mouvement Social, tout un lien éditorial avec une maison d'édition qui sont les éditions de l'Atelier. Donc c'était à la fois un scientifique rigoureux, un universitaire et aussi un historien militant au sens noble du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui pense que son propos doit être entendu dans la société. Et je l'ai vu parfois, Jean Maitron, homme de conviction, se mettre en colère devant des assemblées qui lui posaient des questions parfois qu'il trouvait pas toujours sympathiques quand on lui disait « Oui, mais les intellectuels, après tout, est-ce que vous avez vraiment lutté pour défendre vos idées ?» Lui, il avait le sentiment d'avoir lutté dans le siècle. Il a été très intense pendant la période du Front populaire. Il a une continuité militante, mais qui n'était pas une continuité militante partisane. C'était être toujours en rapport avec ce milieu, être anticolonialiste, il l'a toujours été. Il s'est battu contre les bagnes d'enfants. C'était une de ses préoccupations, qui finalement reprend de l'actualité. Et je crois qu'il en serait d'ailleurs tout à fait peiné aujourd'hui d'être obligé de revenir sur les textes qu'il avait écrits à l'époque du Front populaire. Et il avait en même temps, il se défiait un petit peu du monde intellectuel, de certaines de ses disciplines intellectuelles. Il était un esprit indépendant. Il voulait garder son compte à toi. Sa devise, c'était doute et agis. Et donc, il avait toujours cette petite distance quant à soi qui l'amenait à s'engager, mais à ne pas être prisonnier d'une pensée qui ne serait pas la sienne. Alors Michel Dreyfus, vous avez connu aussi Jean Maitron, bien sûr, vous avez travaillé avec lui, vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes historien du mouvement ouvrier, vous êtes l'un des spécialistes de l'histoire syndicale, des mutuelles, de l'immigration, et spécialement aussi de l'immigration italienne. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est au sujet de l'aventure, puisqu'on est toujours dans l'aventure du Maitron, est-ce que les éditions qui ont décidé de publier ce dictionnaire ont été aussi partie prenante de cette aventure? Oui, elles ont été partie prenante, d'abord pour une raison très simple, c'est la durée. La durée, mais avant, je crois qu'il faut quand même attirer l'attention, il faut parler effectivement des éditions ouvrières, maintenant éditions de l'Atelier depuis 91 ou 92, mais la continuité est totale. Et il n'était pas certain qu'elles se rencontreraient dans la mesure où les éditions ouvrières étaient liées à la jeunesse ouvrière chrétienne, une sensibilité qui n'était pas du tout celle de Jean Maitron. Quelle sensibilité avait Jean Maitron? Oh, il était tout à fait athée, et athée laïque. Enfin bon, il se situait sur un autre terrain, et c'est d'autant plus étonnant et d'autant plus remarquable que, après tout, ils n'étaient pas faits forcément pour se rencontrer. Ils se sont rencontrés et ils se sont soutenus. Et je veux évoquer ici le nom de M. Cartérade et puis ensuite le nom d'André Jondeau, différents directeurs des éditions ouvrières, qui ont soutenu l'aventure du dictionnaire du début à la fin, sans jamais y mettre la moindre condition. Et ça, bon, Jean Maitron se plaisait à le souligner, sans jamais y mettre la moindre condition. Et ce n'était pas une petite chose de soutenir le dictionnaire, parce que il faut bien voir que le premier tome a été publié en 1964, le dernier tome, le 43e, en 1993, plus les dictionnaires étrangers, plus un supplément. Donc c'est une affaire qui a duré plus de 30 ans et qui n'était pas sûr d'arriver à son terme et qui posait des problèmes extrêmement lourds. Et d'ailleurs, il faut dire que le dictionnaire a été aidé dans les temps difficiles. Jean Maitron a beaucoup donné au dictionnaire. Il avait effectivement cette foi dont en parlait Claude Pentier. Il a su trouver tous les collaborateurs, il a su trouver tous ceux qui y croyaient. C'était très important, mais bon, il fallait aussi une aide plus solide. Dans les années 70, quand le dictionnaire était encore mal assis, la Maison des sciences de l'homme a aidé le dictionnaire. Et il faut le dire, quand la gauche est arrivée en 1981, le ministère de la Recherche, c'était Jean-Pierre Chevènement, a aussi effectivement aidé le dictionnaire. Et bon, ça a été tout à fait important. Mais il est vrai que l'engagement des éditions ouvrières dès le début, et qui se poursuit maintenant, sous forme des éditions de l'Atelier, ne s'est jamais rompu. Et il y a vraiment une aventure partagée. Est-ce que Jean Maitron a dû les convaincre, parce que c'était un homme de conviction qui était prêt à entraîner d'autres personnes?
Est-ce qu'il a fallu beaucoup d'énergie à Jean Métron pour convaincre les éditions? Je ne crois pas. Ça, il ne m'en a pas parlé. Je l'ai rencontré, il m'avait parlé de plusieurs choses. Je ne crois pas. Je crois que c'était presque une sorte de pari qui avait été fait, qui reposait d'abord sur un respect total des uns et des autres. Et à partir du moment où la décision a été prise, elle n'a jamais été remise en question. Et c'est ça qu'il faut dire. Et, bon, alors, évidemment, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la publication du dictionnaire s'inscrit dans ce que font les éditions ouvrières puis les éditions de l'Atelier, dans une publication plus générale de l'histoire sociale. Je pense à la collection Patrimoine où ont été publiés d'excellents ouvrages sur le syndicalisme. Je pense à l'ouvrage de Franck Georgy sur l'invention de la CFDT. Je pense à celui de Jean-Pierre Lecrom sur la charte du travail. Je pense à des ouvrages dirigés par André Guélin, Pierre Guillaume sur la sécurité sociale. Je pense à la collection La part des militants. Je pense, bon, on pourrait citer d'autres ouvrages. Donc, il y a tout un intérêt extrêmement fort des éditions ouvrières pour l'histoire sociale dans laquelle le dictionnaire s'inscrit, mais ça constitue tout un ensemble. Nathalie Viette-de-Paul, vous travaillez sur le dictionnaire du mouvement ouvrier depuis déjà de nombreuses années. Alors vous êtes sociologue, vous êtes chercheur au CNRS, et vous êtes particulièrement investi, je crois, dans une exposition qui s'appelle « Visage du mouvement ouvrier », qui est une prolongation en quelque sorte du dictionnaire. Alors vous allez nous dire en quelle année ça a démarré et quel a été votre rôle dans cette exposition et comment fonctionne aujourd'hui cette exposition. Alors l'exposition Visage du mouvement ouvrier est une exposition qui a été conçue lorsque le dictionnaire tel que Jean Métron l'avait conçu, c'est-à-dire quand il s'est arrêté en 1993, pour valoriser, pour faire connaître le dictionnaire. Donc c'est une exposition que nous avons faite avec Michel Dreyfus et Claude Pelletier, avec l'idée, c'est une exposition importante puisqu'elle fait 60 mètres linéaires, elle est composée de plusieurs séquences historiques, elle est conçue comme un voyage à travers la France pour montrer justement la diversité du mouvement ouvrier. Le graphisme est simple, c'est-à-dire très lisible, avec des photos. Elle est faite par une équipe de designers qui s'appelle Designs Dep et qui l'a conçue avec des couleurs vives pour montrer que le mouvement ouvrier n'était pas quelque chose de désuet, mais faisait partie intégrante de l'histoire. Cette exposition connaît un grand succès. Elle a été installée pour la première fois à l'Arche de la Défense, en février 1993, et depuis, c'est une exposition itinérante qui a été installée dans plusieurs villes de France et qui connaît un grand succès, qui est l'occasion en général de tables rondes, de débats, de conférences, et qui est aussi une façon pour les militants de découvrir le dictionnaire et de s'approprier le dictionnaire. C'est une forme de restitution aussi. Alors plusieurs villes, est-ce que vous pourriez nous donner quelques noms de villes où l'exposition a été installée et savoir un peu comment ont réagi même les élus ou les responsables de ces villes? Alors, l'exposition est demandée dans certaines villes par des acteurs différents, c'est-à-dire que ça peut être une municipalité qui demande l'exposition, ça peut être des militants eux-mêmes et qui s'organisent pour la faire venir, ça peut être une bibliothèque universitaire, ça peut être le Conseil général. Elle est donc, par exemple, le Conseil général, puisque nous en parlons, elle est allée à Nîmes, dans ce cadre-là. Elle est allée aussi bien à Sens, elle est allée en Bretagne, c'est-à-dire qu'elle est allée à Nantes. Elle est allée aussi à Aix-en-Provence, où ça a été l'occasion d'une très grande opération à la Cité du Livre, où il y a eu un très grand colloque sur les dockers. Elle est allée en fait un petit peu partout. Elle se promène, c'est du bouche à oreille qui la fait vivre, et c'est surtout le véhicule, c'est le militantisme. Quelle est la prochaine étape de l'exposition? Est-ce qu'il y en a d'autres, déjà certaines qui sont programmées? Alors les prochaines étapes sont Annecy et Thonon, plus exactement une petite commune qui va l'accueillir, qui est publiée. Il y a aussi Auxerre qui la demande. Donc voilà deux cas différents. D'une part, une organisation des militants
qui se réunissent et qui, ensemble, décident de faire venir l'exposition et d'organiser l'animation autour de cette exposition, alors qu'à Auxerre, c'est la municipalité qui formule sa demande. Alors vous-même, historien, vous allez animer cette émission, ce qui est quand même un acte de militantisme encore. Oui, bien sûr. Moi, je fais partie des auteurs du dictionnaire et je cherche à ce que le dictionnaire ait longue vie et surtout soit quelque chose de vivant, c'est-à-dire que soit réactualisé et que l'on ait l'occasion à chaque fois d'améliorer les biographies et surtout de le poursuivre, hein, parce qu'il faut, comme Claude Pennetier l'a souligné, un nouveau chantier est ouvert et nous sommes en train de constituer la 5e période du dictionnaire. Michel Cordillo, vous êtes spécialiste de la Première Internationale. Vous êtes bien sûr historien, vous travaillez actuellement sur les immigrés politiques français aux États-Unis et au Canada, enfin en Amérique, et vous avez rejoint l'équipe du dictionnaire. Je crois que vous n'avez pas connu Jean Métron, mais vous avez rejoint cette équipe. Vous pouvez nous dire à peu près à quelle époque et de quoi vous vous occupez actuellement? J'ai rejoint l'équipe du Métron juste après le décès de Jean Métron. En fait, je ne l'ai pas connu, mais j'ai correspondu avec lui. Nous avons échangé un certain nombre de lettres. Et j'ai donc connu le Métron d'abord en tant qu'utilisateur. Je trouvais que c'était un outil formidable. Et effectivement, je me suis retrouvé un jour embarqué dans l'aventure outre un certain nombre de biographies ou de mises à jour, je suis actuellement en train de me préoccuper de la constitution d'une base de données iconographiques. Alors, quelles sont les difficultés pour cette base de données? Parce que trouver des images de personnes qui ne sont pas très connues, c'est déjà difficile. Et puis choisir la bonne image pour les gens qui sont très connus, c'est aussi une difficulté. Il est évident que nous heurtons à toutes sortes de difficultés que nous allons nous employer à résoudre les unes après les autres. Il est évident que pour les biographier, pour les personnages du XIXe siècle, le problème ne se pose pas de la même manière que pour les gens du XXe siècle. Il est beaucoup plus facile de trouver des photos de famille, des photos de manifestations, des photos d'événements militants pour le XXe siècle que ce n'est le cas pour le XIXe. Donc la difficulté de la recherche pour le XIXe, la difficulté peut-être presque du trop-plein pour le XXe siècle, puisque le Métron, c'est 150 000 biographies. On peut sans doute relativement facilement arriver à constituer une banque iconographique de 10 000 photos, mais ça représente des problèmes techniques, des problèmes pratiques, des problèmes de gestion, d'organisation de la banque que nous sommes en train d'explorer à l'heure qu'il est. Alors, les images, ce sont aussi les images animées. Est-ce que vous en trouvez quelques-unes, disons, du début du siècle ? Oui, il existe dans un certain nombre de dépôts d'archives ou dans un certain nombre d'instituts des images animées. Mais là, nous entrons dans des problèmes qui sont à la fois techniques et juridiques, parce que l'image animée, c'est extrêmement lourd en termes de stockage informatique. Et nous avons aussi des problèmes de droit, démêler à qui ça appartient, comment on peut l'utiliser, dans quel but on va stocker tous ces fonds. Donc ça demande une rationalisation et une réflexion qui est à la fois d'ordre technique et d'ordre scientifique. Alors est-ce que vous pensez dans ce cas-là que Internet peut vous aider justement à trouver des documents que vous cherchez? Est-ce que vous pouvez par exemple à un moment donné faire appel à des témoins? Oui, bien sûr. Toutes les manières que nous pourrons imaginer de venir aider à contribuer à constituer cette banque de données seront exploitées. Internet aussi, mais bon, il ne faut pas oublier que le Métron, c'est d'abord un réseau de chercheurs dans toute la France et un réseau d'amitié, puisqu'il y a énormément de lecteurs du Métron qui viennent nous voir un peu partout, aussi bien dans les expositions que dans les salons du livre, pour nous dire « Mon grand-père est dans le Métron, voilà sa photo, voilà des documents, voilà telle information que vous ignoriez que je vous apporte ». Et donc, en jouant sur l'ensemble de ces réseaux, plus
toutes les possibilités offertes par Internet et la modernité en quelque sorte, nous espérons arriver à constituer en l'espace de quelques années une banque iconographique très importante. Alors, l'équipe du Métron est quand même une famille, et on est bon vivant en général dans l'équipe du Métron. Et bien sûr, pourquoi faut-il se priver d'allier l'utile et l'agréable? Alors, nous revenons à Claude Pentier, parce que le Métron, ça a été donc l'aventure du dictionnaire. On a parlé donc de l'exposition, et ça a été aussi un CD-ROM qui est sorti il y a 2 ans, qui regroupe donc maintenant les 40 volumes et qui va pouvoir être actualisé. C'est un site internet qui est en refondation, si on peut dire, qui va redémarrer prochainement, et c'est aujourd'hui une autre aventure, l'aventure sur Canal Web, l'émission sur Internet. Alors, Claude Pentier, est-ce que vous pensez que cette aventure vaut la peine d'être vécue? Qu'est-ce que ces nouveaux outils peuvent apporter aux historiens? Puisqu'elle nous passionne, elle vaut la peine d'être vécue. Et certain qu'on veut constituer tout un maillage pour toucher les gens de façon les plus diversifiée possible, pouvoir employer de plus en plus l'image, Michel Cordillo l'a souligné, le son, pouvoir communiquer avec des gens extrêmement variés. L'avantage d'Internet, par exemple, c'est de pouvoir communiquer avec des gens qui sont peut-être très loin géographiquement et qui n'accéderaient pas à un autre média qu'on pourrait entendre en France. Et l'aspect international est important pour nous. Pour Michel Cordillo, puisque lui, il travaille sur les émigrés français aux États-Unis, mais on a aussi des dictionnaires internationaux. Le dernier est paru, concerne le Maroc. Donc, c'est dire tout l'intérêt de cet ensemble qui nous pousse vers l'interactif. En fait, on a besoin à la fois d'établir, de travailler sur le matériel humain, sur l'itinéraire, mais de dialoguer avec, soit avec les témoins eux-mêmes, soit avec leur famille, et voir quelle image a laissé un militant dans une région. L'exposition est aussi pour nous, du coup, tout à fait importante. Dans chaque région, on organise des débats, on apprend beaucoup, et on se rapproche le plus possible de cette interactivité. Alors, je ne sais pas combien d'internautes sont connectés actuellement sur cette émission, mais certainement il y en a de nombreux, et il y en aura encore plus demain. Donc à ces internautes, pour qu'ils puissent, on aimerait entrer en dialogue avec eux, pour qu'ils puissent nous interroger, pour qu'ils puissent faire leurs remarques aussi, il faudrait leur donner peut-être les thèmes des prochaines émissions que nous préparons, et puis quelques noms d'invités qu'ils voudraient interroger eux aussi. Voilà. Dans les prochaines semaines, on va parler d'abord du syndicalisme révolutionnaire, de syndicalisme du début du siècle, avec un personnage tout à fait passionnant qui s'appelle Pierre Monatte. Et Colette Chambellan, qui vient d'écrire une biographie de Pierre Monatte, nous en parlera. Jacques Julliard interviendra dans cette émission. Jacques Julliard, qui est, lui, un spécialiste universitaire du syndicalisme révolutionnaire, et pas simplement le journaliste, l'éditorialiste qu'on connaît. Ensuite, on sera amené à parler d'autres acteurs qui sont les combattants de brigade internationale, avec Rémi Skuzelski, mais aussi les militants du pacifisme, les femmes, toute une série on va être amené à parler de professions, de groupes professionnels, les gaziers électriciens, les ouvriers du livre. Alors chaque fois avec des historiens qui connaissent remarquablement le dossier, et de temps en temps avec des témoins. On va essayer de panacher tout ça pour avoir à la fois la connaissance, le plaisir de la découverte, et en fait pour vous faire partager un petit peu notre plaisir, qui est celui de l'historien, plaisir en tout cas partagé par toute l'équipe du Métron. Je crois qu'il ne faudra pas oublier non plus les paysans. On en parle justement actuellement, et c'est justement l'éclairage du passé pour comprendre le présent parfois, non ? Tout à fait, et c'est vrai qu'on a eu tout un intérêt sur les paysans de l'entre-deux-guerres. D'ailleurs, dans la collection La part des hommes, un ouvrage a été publié sur Renaud Jean, qui est un de ces grands responsables des mobilisations paysannes dans le Lot-et-Garonne. Et d'un seul coup, l'actualité vient réveiller tout cet intérêt avec toute l'action de la Confédération paysanne, mais aussi dans d'autres endroits, l'action du MODEF. Et il est certain qu'on consacrera une émission à ces thèmes en joignant à la fois actualité et histoire. Alors cette émission est terminée. Alors je dois remercier Michel Cordillo, Nathalie Viette de Paul, Michel Dreyfus,
Claude Pentier que nous allons retrouver, je l'espère, presque toutes les semaines. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours, le 7 octobre à 18 h, pour la prochaine émission sur le syndicalisme révolutionnaire. Alors, chers internautes, ciao, ciao.